vais présenter rapidement ce que c'est que l'état de la diaspora africaine qui a été lancé lors du sommet de l'Union africaine il y a tout juste 2 mois. Eh bien, la diaspora africaine, c'est l'ensemble des personnes qui ont quitté l'Afrique, que ce soit il y a 3 jours, 3 siècles, dans un cadre de migration ou de déportation. J'étais jusqu'alors le président du CRAN France, et une de nos campagnes, pour ne pas dire la campagne essentielle, portait et porte encore sur la question des réparations liées à l'esclavage et à la colonisation. Et dans cet ensemble, il y a effectivement la question des restitutions liées à la colonisation. Maintenant, dans le cadre de l'état de la diaspora africaine, ces questions de restitution ont également une importance capitale. Car si notre but c'est de renforcer l'Afrique par la diaspora, et la diaspora par l'Afrique, eh bien on ne peut pas se développer quand on n'a pas d'abord pris possession de ce qui nous appartient. Donc il faut déjà que nous puissions récupérer ce qui nous a été enlevé et que nous puissions ensuite développer ce qui doit l'être. Alors je dois dire que je suis absolument furieux contre la présidente puisqu'elle a déjà répondu à la question et je n'ai plus rien à dire. Vous avez proposé, et je vous en remercie, qu'il y ait dans ces enceintes une résolution. Eh bien, je crois que vous avez raison. Nous sommes heureux que vous l'ayez proposé. C'est exactement... Ça ne marche que si vous le proposez maintenant. En fait. Alors après, tous mes collègues qui sont là, voilà, on va tous être derrière. Ça ne marche que si vous le proposez maintenant. Vous voyez, il y a une coopération très amicale qui s'est déjà établie. Et en effet, nous pourrons ensemble travailler à cela. Et je tiens aussi à saluer la beauté froide et émouvante du discours de Mireille, qui nous a parlé avec son cœur, mais je crois aussi avec sa tête. Et je crois que nous avons été extrêmement sensibles, Mireille, encore une fois, à la force du discours que tu as prononcé, un discours de vérité qui devait être entendu. Alors, nous avons lancé cette campagne d'abord en France, et nous souhaitons aujourd'hui l'élargir au niveau international, raison de ma présence ici. Mais je rappellerai un peu comment les choses se sont passées en France. J'ai lancé la campagne un 10 décembre en 2014 avec une visite du musée du Quai Branly. J'ai proposé à plusieurs journalistes de venir voir, notamment autour du Bénin, les objets qui sont effectivement exposés, les sceptres royaux, les trônes royaux. Et quand nous sommes arrivés devant le musée, on nous a expliqué que nous, les membres du CRAN, nous ne pouvions pas entrer. Les journalistes, oui, mais nous, non. Alors, j'ai demandé pourquoi, on ne m'a pas donné de raison. Avait-il peur que nous partions avec les statues majestueuses dans notre sac à dos? Avait-il peur que nous disions des choses désagréables, peut-être même des choses vraies? Est-ce que les Noirs n'ont pas le droit de voir les objets qui ont été volés au continent noir? Je ne sais pas. Alors j'ai dit, on m'interdit d'entrer, ce n'est pas un problème. Je prie les journalistes de prendre acte de l'interdiction qu'ils nous ont faite. Et aussitôt, le problème a été réglé, nous avons pu entrer dans le musée. Eh bien, nous avons lancé la campagne comme cela. Et après, il y a eu beaucoup de rebondissements. Je ne vais pas tout raconter, ce serait un peu long. En tout cas, nous avons interpellé d'abord les rois du Bénin, qui sont les héritiers des rois qui ont été spoliés autrefois. Nous avons interpellé le Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique, qui rassemble pas moins de souverains, de 800 souverains du continent africain, et qui ont donc qualité pour agir. Nous avons interpellé un certain nombre de pays. Le Bénin, par exemple, eh bien, a répondu à notre attente, et effectivement, le Bénin a fait une demande officielle en lien avec le combat qui était le nôtre. Nous avons interpellé l'UNESCO. Nous avons interpellé l'ONU, le Conseil des droits de l'homme, nous avons lancé des actions judiciaires, et tout cela a porté des fruits. Dans un premier temps, M. Hérault, le ministre des Affaires étrangères, a dit non, puis M. Hollande a dit ni oui ni non, bien au contraire, et ensuite M. Macron a dit oui, car nous lui avons expliqué qu'en fait, il est compliqué de restituer, mais il est beaucoup plus compliqué de ne pas restituer. Que la France ne peut pas être à la fois le pays des droits de l'homme et le pays des droits des voleurs. Et M. Macron et l'homme en même temps, mais parfois, là, il y a en même temps un petit peu difficile à maintenir. Qu'on ne peut pas fonder le dialogue interculturel sur le pillage interculturel. Et donc, c'est l'image même de la France qui est en jeu.
et que franchement, soyons honnêtes, les Français ne vont pas pleurer parce qu'on a rendu au Bénin le trône du roi des eaux dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc le coût politique en réalité est nul et le gain médiatique international est fort. Et donc à défaut de se fonder sur des raisons morales, on peut à tout le moins se fonder sur des raisons d'image. Et je ne sais lequel de ces arguments apporte ses fruits. Toujours est-il que nous avons obtenu effectivement en novembre 2017 que M. Macron s'engage à restituer, chose qui est dite devant les universitaires de Ouagadougou, devant la jeunesse africaine ainsi réunie. Et donc c'est pour nous un grand motif de satisfaction. Les choses sont en train de se mettre en route. Nous travaillons avec les experts qui ont été nommés. Et nous disons maintenant, il n'y a pas que la France et les anciennes colonies françaises, il y a la Belgique et les anciennes colonies belges, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Allemagne, le Portugal, et dans le cadre de l'état de la diaspora africaine, nous sommes en contact avec des ONG, des ASBL, des associations dans tous ces pays, en lien avec les États africains, avec les souverains africains, pour que la question puisse avancer, et de fait, elle avance. C'est un enjeu d'abord de culture. C'est un enjeu de culture. En effet, plus de 90% des biens classiques africains sont en dehors de l'Afrique. Finalement, quand M. Sarkozy disait « l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire », il aurait dû dire « l'homme européen a volé l'histoire de l'homme africain », ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est donc un enjeu de culture. Les jeunes africains, les jeunes africaines n'ont pas, dans leur pays, la possibilité d'accéder à ces objets, d'accéder à cette mémoire, d'accéder à cette identité qui fait partie d'eux-mêmes. Je dirais même qu'il y a une forme de cruauté en Europe, puisque ces objets qui n'ont pas tant d'importance que ça pour les Européens sont déniés aux gens pour qui ils ont une importance cruciale. Je suis allé dans plusieurs pays, mais notamment au Bénin. J'ai vu aussi bien des ministres que des gens de la rue qui pleuraient en apprenant qu'il y avait un combat qui était mené et que peut-être ces objets leur seraient restitués. Donc c'est la culture véritable des pays africains qui est ainsi en jeu. C'est aussi un enjeu de justice, cela va de soi. Il y a eu vol, et avant ces vols, il y a eu des meurtres, des crimes de masse, des crimes de guerre, parfois des crimes contre l'humanité. Comment pouvons-nous, en Europe, être les témoins inertes de cela? Y participer, parfois même le financer, en allant dans ces musées. Nous devons y aller, mais non pas payer. Il faut que l'on puisse rendre justice à ces victimes d'hier et d'aujourd'hui. C'est une question de justice. Quelle image donnons-nous de nous, Européens, car je le suis aussi, je suis à la fois un fils de l'Afrique et un fils de l'Europe, mais quelle image donnons-nous au monde de nous quand nous nous faisons de fait complices de ces crimes, quand nous sommes coupables de recel de crimes contre l'humanité? Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc la question de la justice, elle est évidemment centrale. C'est aussi une question spirituelle. Mireille l'a souligné. Pour beaucoup de gens, ces objets ont aussi une valeur sacrée, car ils participent au rite. Et prendre un objet sacré et l'exposer de la sorte est aussi quelque chose d'insupportable. Il y a enfin un enjeu économique. En France, par exemple, le tourisme et tous ses débouchés, c'est 15% du PIB. Et donc, le musée du Quai Branly, mais aussi le Louvre, sont évidemment des joyaux de la République, mais qui ont été acquis dans des conditions tout à fait illégales. Ce sont des biens mal acquis. On critique souvent les présidents africains qui ont des biens mal acquis. Eh bien, nous avons des biens très mal acquis. On critique les Allemands qui ont spolié les Juifs. Nous avons aussi nos spoliations. Il faut absolument que nous sortions de cette histoire indigne de nous-mêmes ou de ce que nous prétendons être, pour rentrer dans une histoire véritablement équitable, une histoire éthique. Et voilà un peu l'ensemble des enjeux qui sont ici sur la table. Je crois qu'il y a aujourd'hui une conscience internationale. Pourquoi maintenant, vous me demandiez, Madame la Présidente? Parce qu'aujourd'hui,
les migrants, les descendants de migrants, les descendants d'esclaves, qui sont, je l'ai dit, 350 millions dans le monde, ont acquis une certaine audience, une certaine force, et si le combat de la génération précédente, celle de nos pères et de nos mères, était le combat pour la décolonisation, un combat en partie achevé, en partie seulement, il faut le poursuivre. Il faut décoloniser les arts, il faut décoloniser les esprits, il faut décoloniser les musées, il faut décoloniser les manuels. Et c'est tout ce travail auquel nous sommes aujourd'hui attachés. Aujourd'hui, en effet, cette diaspora a des moyens, elle a des alliés, vous en êtes. Nous avons par conséquent le devoir de poser ces questions, qui sont des questions essentielles. C'est la question du rapport Nord-Sud, c'est la question du monde que nous voulons construire pour demain. Voulons-nous construire ce monde sur la base du crime et de la prédation, ou sur la base d'un dialogue et d'une justice et d'une reconnaissance? Voilà la question qui est posée. Elle se pose à partir des œuvres d'art. Elle se pose à partir des restes humains. Les travaux de M. Bouffiou qui ont montré qu'il y a à l'ULB des centaines de crânes font froid dans le dos. Ça veut dire que les étudiantes et les étudiants qui sont là-bas travaillent au milieu d'une fosse commune. Qu'est-ce que c'est qu'une fosse commune? C'est un endroit où on regarde des restes humains anonymes. C'est exactement cela. Ce n'est plus l'université libre de Bruxelles, c'est l'université fosse commune de Bruxelles. Comment peut-on accepter cela? Eh bien, vous voyez un peu l'importance du sujet que nous portons. Je l'ai dit, c'est la question des savoirs, la question des musées, la question de la politique, mais la question plus générale des rapports Nord-Sud. La colonisation n'était pas seulement une question artistique. Donc des œuvres d'art ont été volées, mais quantité d'autres choses. Par conséquent, l'étendue du sujet que nous abordons aujourd'hui est immense. La question de ces œuvres, de ces biens, est cependant importante parce que cela me mérite une certaine clarté. Les objets sont là, ils sont visibles. Quand on nous dit oui, la réparation c'est abstrait, eh bien ces objets, ils sont concrets. Ils sont là, ils sont devant nous. Nous sommes devant nous, nous sommes face à face les uns et les autres. Et je crois qu'un dialogue est possible, qu'il est nécessaire. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'exclusive. Tous les partenaires sont ici, je crois, à leur place, légitimes. Et ce dialogue que nous appelons de nos voeux est un dialogue où chacun a sa place, un dialogue qui peut se faire dans le respect mutuel, car je crois qu'à la fin du dialogue, nous serons tous et toutes dans le même camp, le camp de l'art, le camp de la justice, le camp du respect, le camp de l'humanité. Je vous remercie.